Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous accueillir dans votre club de 20 minutes. Installez-vous confortablement, vous allez pouvoir profiter ce soir des lumières de nos meilleurs clubistes, historiens, journalistes, essayistes et dessinatrices qui vont se pencher sur l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, tiens, un nouveau Premier ministre, le 5e depuis 2022, le 3e depuis la dissolution de l'an dernier. Sébastien Lecornu change d'uniforme, il était ministre des Armées, il devient chef du gouvernement et il promet du changement. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Mais comment incarner la rupture quand on est soi-même un fidèle du président et que celui-ci n'affiche pas l'intention de changer de cap? Bref, Emmanuel Macron peut-il rompre avec lui-même et corriger sa politique pour laisser son Premier ministre nouer des compromis, en particulier avec les socialistes? On en débattra. Puis nous accueillons notre invité de la semaine, Camille Desjardins est professeure agrégée de philosophie et parce qu'il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, elle lance un cri d'alarme. Oui, acquérir des connaissances nécessite de faire des efforts, de réfléchir et c'est indispensable car apprendre, c'est comprendre. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'iconoclaste David Castello-Lopez. Salut David. Salut Renan. Oui, aujourd'hui, j'ai testé pour vous le futur. J'ai testé pour vous la voiture autonome. Je suis allé spécialement aux États-Unis pour ça. Je vous raconterai mon expérience. Eh ben, on vous retrouve dans le futur, enfin dans quelques minutes. Voilà donc le programme du club de 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Et Frédéric Saez. Bonsoir Renaud. Quelle heureuse surprise. Bon, c'est pas du tout surprenant, mais je suis très Comme content quand même de vous retrouver tous les deux. Bienvenue à vous. Et voici nos amis clubistes de ce soir. Antoine Buono, oui, c'est un plaisir. Antoine, bienvenue, essayiste et conseiller technique au Sénat. Je rappelle le titre de votre livre « Faut-il une dictature verte ? La démocratie au secours de la planète ?» aux éditions Flammarion. À vos côtés, Géraldine Vossner. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Renaud. Rédactrice en chef au Point. Vous avez publié, vous, Les illusionnistes, climat, agriculture, nucléaire, OGM, l'enquête inédite sur les dérives de l'écologie politique, aux éditions Robert Laffont. Bienvenue à vous. Et puis à vos côtés, non. C'est déjà fini les vacances? Pascal Blanchard. L'appel, je suis... Ça va. Pascal Blanchard, hein, toujours sur le front, bien sûr, historien aussi. Et alors vous venez de publier le 7248e livre à votre actif. Tout à fait, Renaud. Coécrit, tiens, avec Benjamin Stora. Oui. Doit-on s'excuser de la colonisation? Ça vient de paraître aux éditions des Clés de Brouwer. Bienvenue à vous, Pascal. Et au pupitre, c'est notre ami Coco. Salut Coco. Bonsoir Renaud. Ça va? Ça va, super. Bienvenue Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo et Libération, bien sûr. Et je rappelle que vous avez participé à l'exposition Hommage au surréaliste Clovis Trouille à la galerie Art Factory à Paris. Tout de suite, la première actualité de la semaine, Frédéric, eh bien, ce sont les conséquences de la frappe israélienne au Qatar pour viser des dirigeants du Hamas. Oui, le Qatar qui se pensait protégé par son statut de médiateur, lui qui héberge les discussions indirectes entre Israéliens et membres du Hamas. Mais précisément, ce sont les négociateurs du mouvement islamiste qui ont été visés mardi par cette frappe israélienne à Doha. Jamais jusqu'ici la capitale du Qatar n'avait été ciblée. 6 morts dans cette frappe, dont des gardes du corps, mais pas les négociateurs qui étaient visés. Les autorités qataries dénoncent évidemment un bombardement illégal. Elles appellent même à traduire Benyamin Netanyahou en justice. Le Premier ministre israélien, lui, assume ce bombardement. Hier soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté son soutien aux Qataris et condamné les bombardements, y compris les États-Unis, qui sont pourtant l'allié d'Israël le plus solide. Pascal Blanchard, le gouvernement israélien semble faire une croix sur la diplomatie et penser désormais que tous les coups sont permis. 1, il faut une croix sur la diplomatie. 2, ils malmènent leurs alliés américains. 3, ils ne sont pas bons, parce qu'ils ont échoué dans leur opération. Ils ne peuvent même pas se targuer d'avoir fait l'opération qui a été un impact. 4, ils sont en train de réunifier le monde arabe, qui était relativement, soyons honnêtes, un peu silencieux depuis le début des événements. On ne peut pas dire que le Front arabe était uni à vouloir défendre le Hamas, voire même à être extrêmement critique sur ce qui se passait. Quelque part, cette neutralité a arrangé énormément Israël. Là, ils vont réussir peut-être même à fédérer les Saoudiens et les Qataris qui vont se retrouver ensemble pour créer un front commun. Honnêtement, on ne comprend pas ce qui se passe, sauf à imaginer qu'aujourd'hui, c'est une fuite en avant qui n'a plus forcément de cohérence, et c'est pas tellement éloigné de ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que les Israéliens aujourd'hui sentent que s'ils mettent le moindre genou à terre, quelque part, ils pourraient rétro-pédaler par rapport à leur stratégie. Donc c'est une fuite en avant qui n'a plus forcément de cohérence, d'aller en permanence encore plus loin, et d'une certaine manière, qui va les arrêter? Et on est très surpris du vote américain, je tiens quand même à le dire, parce que là, c'est un changement total de stratégie de la part des Américains, et un signe qui est envoyé à Netanyahou et à Israël,
à travers ce vote. Jean Wössner, la diplomatie est donc en ruine à la suite de cette opération et ça peut avoir des conséquences d'ailleurs aussi sur le sort des otages israéliens toujours détenus à Gaza par le Hamas. Ah bah bien sûr, là, il envoie quand même le signal qu'il a renoncé à négocier la libération des 20 otages encore vivants qui sont sur le territoire. Même si, alors... en termes de politique intérieure et même moralement, on peut comprendre le message qu'il veut envoyer. Le Qatar héberge dans des hôtels 5 étoiles les dignitaires du Hamas depuis des années. Ils ont irrigué le Hamas d'argent. Depuis 2007, près de 2 milliards de dollars qui ont été donnés. Évidemment, cet argent a aussi servi aux infrastructures militaires du Hamas. Et en gros, il veut envoyer le message de tu ne peux pas être dans les deux camps, il faut faire un choix. Il envoie un message également à d'autres, comme à la Turquie, qui a à la fois un pied dans l'OTAN, puis un pied dans le terrorisme, qui accueille elle aussi des membres du Hamas sur son territoire. La question, c'est, une fois qu'on a envoyé ce message, quelle est l'alternative? Alors là, on ne comprend pas du tout. Parce que si on ne négocie plus, si le Qatar n'est plus l'intermédiaire, mais qui est-ce? Alors, si. Antoine, Antoine, non, mais parce que il faut juste rappeler ça. Je suis d'accord avec l'analyse, mais le Qatar n'est pas le seul négociateur. Il le fait aux côtés de l'Égypte et des États-Unis. Et d'ailleurs, les deux autres protagonistes, Égypte et les États-Unis, ont rappelé leur volonté de poursuivre des négociations. Vous vous demandiez si le processus était en ruine. Pour que quelque chose soit en ruine, il faut qu'il commence déjà à être un peu construit. Donc je ne pense pas que ce soit en ruine, parce que déjà, depuis des mois et des mois, les choses n'avançaient pas. Et donc tout ce qu'a dit Pascal est vrai, le fait d'agir sans les États-Unis, mais c'est la poursuite d'une politique qui était déjà engagée. Quand, je le rappelle, Israël avait attaqué l'Iran au départ, c'était sans avoir consulté les Américains qui avaient été mis devant le fait accompli. Pascal Blanchard, il va y avoir une réunion dimanche et lundi des pays arabes. Est-ce que, du coup, cette frappe israélienne, elle va chambouler complètement la région ? Elle peut, si les Saoudiens et les Qataris, qui sont, je rappelle, en conflit armé et diplomatique depuis de nombreuses années, si elle crée un front commun et des intérêts communs entre les Qataris et les Saoudiens, alliés, je le rappelle, des Américains, et qu'ils prennent une position, c'est les Américains qui vont se retrouver en porte-à-faux à devoir choisir. Je rappelle que les Américains ont des bases au Qatar. C'est pas un petit sujet, là, on parle... La plus grande base du Moyen-Orient. Exactement. Donc, oui, ça peut avoir un impact, parce que les Américains devront écouter ce qu'un front uni dans le monde arabe pourra leur dire. Maintenant, est-ce que le monde arabe a vraiment envie de se mêler de cette affaire? C'est un autre sujet, qui n'est pas un petit sujet. Ce que l'on voit depuis des mois, ce qui se passe par rapport à cette affaire, quelque part, ils n'ont pas envie, quelque part, d'épauler, de soutenir, ou de donner le sentiment qu'ils vont soutenir le Hamas dans cette affaire. Alors la région est d'autant plus chamboulée que le Premier ministre israélien n'a pas que le Hamas dans son viseur. Oui, il va être mis sous pression à l'Assemblée générale des Nations unies dans 10 jours. Vous savez que plusieurs États, dont la France, ont annoncé qu'ils allaient reconnaître un État palestinien. Benyamin Netanyahou, hier, lui, a confirmé la construction d'une nouvelle colonie en Cisjordanie occupée, ce qui morcelle encore un peu plus un éventuel futur État palestinien. אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו. Alors Géraldine Wössner, cette annonce, c'est un cadeau fait à la frange la plus extrémiste de son gouvernement, qui tient évidemment à cette colonisation. On a l'impression que Benyamin Netanyahou écoute désormais davantage la frange extrémiste de son gouvernement, grâce à laquelle il tient, que la communauté internationale. Il y a clairement une forme une radicalisation et un jusqu'au-boutisme qu'on ne découvre pas maintenant, qui dure déjà depuis de nombreux mois. Maintenant, le message qu'envoie Benjamin Netanyahou et pour le coup qui rassemble la plupart des politiques d'Israël, c'est que le Hamas ne veut pas la paix. Et un État palestinien aujourd'hui avec le Hamas n'est pas une option viable. Il le fait surtout juste avant l'Assemblée générale de l'ONU. Bien sûr, et ça, c'est aussi pour rappeler, cette fuite en avant ce qui est aussi une réalité. Ouais. Parce que le Hamas, et Antoine l'a très justement rappelé, les négociations c'était pas de vraies négociations. Le Hamas ne souhaite pas la paix, le Hamas souhaite la destruction de l'État d'Israël. Donc on n'avance pas en poursuivant ce simulacre, effectivement, de négociation qui est en fait simplement un gain de temps et effectivement qui était centré sur la question des otages. Un dessin de Coco. Oui, là où Trump frappe au portefeuille avec les droits de douane, Netanyahou frappe au portefeuille le Hamas avec un missile. Et un deuxième dessin, Coco. Et Netanyahou s'enfonce. Je reprendrais bien un peu de guerre, juste un doigt. Merci. Merci Coco. Frédéric, c'est votre duel de la semaine. Il oppose cette semaine deux dirigeants. Alors celui d'un pays qui se sent
menacé et celui de son puissant voisin plutôt menaçant. Oui, à ma gauche, Donald Tusk, 68 ans, le Premier ministre polonais. À ma droite, Vladimir Poutine, 72 ans, président d'une Russie engagée dans la guerre en Ukraine depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Alors a-t-on assisté cette semaine à un tournant dans cette guerre avec l'incursion de drones russes en Pologne, 19 violations de l'espace aérien recensées par Varsovie dans la nuit de mardi à mercredi. C'est tout simplement inédit. La Pologne, pays membre de l'OTAN, qui affirme n'avoir aucun doute sur l'intentionnalité de l'envoi de ces drones sur son territoire. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, dénonce une provocation à grande échelle. W związku z bezprecedensowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Alors un autre Donald Trump, s'en est mêlé dans un message assez énigmatique, d'ailleurs posté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais à l'aide de drones? Ça y est, c'est parti, écrit Donald Trump, sans annoncer davantage ni de précision ni de décision. La Russie, de son côté, dit ne pas avoir voulu attaquer la Pologne. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères affirme que les frappes ne visaient aucune cible sur le territoire polonais, laissant entendre que les drones auraient pu être déviés de leur trajectoire, par exemple par des systèmes de brouillage. Alors s'agissait-il d'un accident ou bien d'un test envoyé à tous les alliés de l'Ukraine pour jauger leur détermination? La réponse à cette question a évidemment des implications majeures, car on l'a dit, la Pologne, c'est l'OTAN, et les traités de l'OTAN prévoient qu'en cas d'agression délibérée, eh bien, les 32 pays membres de l'Alliance doivent riposter, doivent répondre ensemble. Voilà l'enjeu, rien moins que l'entrée en guerre des pays alliés contre la Russie. Enjeu immense, ce qui explique sans doute la prudence, l'extrême prudence dans les mots du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. A full assessment of the incident is ongoing. What is clear is that the violation last night is not an isolated incident. Allies are resolved to defend every inch of Allied territory. Chaque centimètre carré, d'ailleurs, l'OTAN renforce sa présence sur le flanc est de l'Europe. Emmanuel Macron envoie 3 avions de chasse Rafale pour soutenir la Pologne, en plus des forces déjà stationnées, bien sûr, dans la région. Cela au moment où les armées russes et biélorusses ont entamé des exercices conjoints majeurs ensemble. Alors la Pologne ne veut rien laisser passer. Elle a demandé et obtenu une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Antoine Bueno, dans ce dossier, selon vous, il y a eu surréaction de l'OTAN ou sous-réaction? Je dirais ni l'un ni l'autre. Vous posiez la question de l'accident de la part de la Russie. C'est très peu probable techniquement que ce soit un accident. Les experts expliquent que le parcours des drones n'aurait pas pu être dévoyé. Il n'y a pas véritablement d'erreur. Et par ailleurs, on a noté au moment de cette incursion dans l'espace aérien polonais une attaque cyber dont on sait pertinemment qu'elles sont régulièrement menées par les forces russes, qui mènent une guerre de l'information permanente. Donc tout ça se conjugue pour expliquer qu'il n'y a pas d'accident. Alors là-dessus, il faut bien dire les choses. Nous de l'Occident, plutôt l'OTAN pourrait et devrait davantage réagir, mais elle n'est pas restée les bras croisés, puisqu'il y a un certain nombre de ces drones qui ont été immédiatement abattus, ce qui prouve qu'en cas d'attaque comme ça, nous sommes prêts à réagir. Il y en a 4 qui ont été descendus sur 19. Alors peut-être qu'on pourrait dire qu'il aurait fallu que tous soient descendus, etc. Mais il y a eu quand même une réaction, on n'est pas resté... Voilà. Et puis la réaction, elle continue, elle est encore en cours. On est dans une situation de guerre froide, aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire une situation où les deux belligérants s'affrontent sur le territoire d'un proxy qui est l'Ukraine, et la question est de savoir si cette guerre froide peut devenir chaude. Aujourd'hui, justement, à propos de réaction, il y a aussi la réaction de la France, le fait qu'Emmanuel Macron annonce l'envoi de 3 Rafales, guerre froide qui deviendra guerre chaude. Est-ce qu'il y a un risque d'engrenage? S'il se passe quelque chose, voilà, est-ce qu'il peut y avoir... Écoutons bien ce qu'on vient de se dire. Et donc engrenage qui implique la France, de fait. Mais exactement, puis la France, elle envoie des avions. Pourquoi? C'est que 2 des missiles sur les 4 n'ont pas été abattus par des avions polonais, mais par des avions des Pays-Bas. Donc, si vous vous posez la question, abattre un missile russe au-dessus de la Pologne par un avion des Pays-Bas, envoyer des avions français, potentiellement donc pour abattre d'autres missiles s'ils arrivaient, nous ne sommes plus simplement dans une guerre froide, neutralisante, où chacun est derrière sa frontière. Nous sommes rentrés dans une guerre intermédiaire, où chacun envoie des coups.
Poutine teste la Pologne, qui, je le rappelle, en ce moment, a un débat interne entre son président et son Premier ministre, qui ne sont pas du tout d'accord sur la stratégie à mener face à Poutine. Il y a une cohabitation assez dure entre eux. Exactement, il a mis son veto sur plusieurs lois, dont l'équipement de Starlink pour l'Ukraine en financement, dont l'accueil des réfugiés ukrainiens sur le sol de la Pologne. Il y a un grand débat, et Poutine ne fait pas ça n'importe quand. Il le fait ça au moment où l'opinion polonaise est en doute. Pourquoi ? Parce que les Polonais, ça risque d'être le champ de bataille, pour répondre à votre question, Renaud, le champ de bataille de cette guerre chaude qui risque de démarrer. Et donc l'opinion polonaise n'est pas comme nous à la regarder à 2-3 000 km. Eux, ils se disent, si la guerre démarre, c'est chez nous. Et donc, il y a un vrai débat, et un débat aussi à l'intérieur de la société polonaise, au sein des élites polonaises, et Poutine joue là-dessus en créant la peur. Un dessin de Coco. Des drones et le viol de l'espace aérien. Poutine est-il prêt à envahir la Pologne? Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Oui, il a une petite moustache, votre Poutine, dites donc, Coco. Merci, Coco. C'est l'heure de la une internationale. C'était ce matin à la une du quotidien brésilien O Globo. Bolsonaro condamné. Dans une décision historique, la justice punit un ancien président et des militaires pour tentative de coup d'État. 27 ans et 3 mois de prison. C'est le verdict infligé à l'ancien président d'extrême droite accusé d'être le chef d'une organisation criminelle et jugé coupable d'avoir conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir. Une décision saluée par les partisans du président Lula, mais dénoncée par les soutiens de son prédécesseur. Alors, ce jugement, Géraldine Vossner, peut-il apaiser le Brésil ou au contraire inciter l'extrême droite à préparer sa revanche et peut-être même d'ailleurs avec une complicité plus ou moins indirecte des États-Unis? Alors, il n'est pas du tout de nature à apaiser le Brésil, non, je ne pense pas, parce qu'il est quand même massif. Ce qu'on voit, c'est que les pressions de Donald Trump, qui a exercé vraiment des pressions continues pour essayer de faire pencher le jugement avec la surtaxe de 50% qu'il a mis sur tout un tas de produits, sur des ressources naturelles, sur les avions, sauf le jus d'orange, ça n'a pas marché. Ça a même fait peut-être eu l'effet contraire. Il ne faut pas prendre Donald Trump comme avocat, quoi. Non, voilà, c'était contre-productif. Le problème, c'est qu'on rentre maintenant dans un cercle vicieux. On a un Brésil ultra polarisé, avec la gauche d'un côté, l'extrême droite de l'autre, une Cour suprême qui est au centre, mais on ne sait pas trop dans quel sens elle penche, un pays qui reste extrêmement corrompu, où les institutions n'ont pas vraiment été... ce problème n'a pas été réglé. On reproche à la justice d'avoir... alors que les combats contre la corruption auraient été sélectifs, auraient plus frappé la gauche que l'extrême droite, etc. En fait, tout est extrêmement polarisé. Et là, non, on ne voit pas très bien comment ça pourrait bien se passer. Il va y avoir un appel. Oui. Au jugement de Bolsonaro. Oui. Ouais. Vous évoquiez, Géraldine Vossner, le rôle des États-Unis. C'est vrai qu'Antoine Bueno, Washington a pris part dans la situation au Brésil. On va voir la réaction d'ailleurs du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui dit que les États-Unis réagiront en conséquence à cette chasse aux sorcières. Il parle donc là du jugement d'un pays souverain. Et oui, bien sûr. Le Brésil, on peut s'attendre à ce que la situation continue d'escalader avec les États-Unis en soutien à Bolsonaro. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une décision d'une Cour suprême nationale, mais qui dépasse largement les frontières du Brésil. La question qui était posée à Géraldine, c'était sur le Brésil. Mais en fait, ça a des conséquences, finalement, d'une certaine manière, sur l'ordre mondial. Premièrement, le parallélisme avec les États-Unis est frappant. Donald Trump et les incidents du Capitole, Bolsonaro et ce coup d'État fomenté, c'est direct. Donc l'opinion publique peut se dire que dans l'un de ces deux pays, quand on tente un coup d'État, on va en prison, alors que dans l'autre, éventuellement, on peut redevenir président du pays. Et puis par ailleurs, c'est une victoire pour la démocratie. Vous savez, chaque année, on essaye de mesurer le pouls, de prendre le pouls de la démocratie, savoir si elle a reculé, si elle a avancé, etc. Très clairement, là, c'est dans le journal des bonnes nouvelles. C'est une vraie avancée de la démocratie. Voilà. Oui, mais en même temps, Lula a été condamné pour corruption il y a 12 ans, pour vice de Zor, mais 4 présidents. Donc, on ne peut pas dire que ça... Il y a eu à peu près une vingtaine de coups d'État depuis la fin du 19e siècle, coups d'État militaires au Brésil. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays, qui est quand même pas un petit pays, que quelqu'un qui a fomenté un de ces coups d'État ou préparé l'un de ces coups d'État est véritablement condamné et vraisemblablement va faire de la prison. Un dessin de Coco, ce Trump qui ne va pas lâcher son ami Bolsonaro comme ça. Eh oui, non. Il aura des oranges en prison. Merci Coco. Marjorie, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Ce soir, ce point com, c'est une série phénomène qui devrait débarquer en France.
Oui, après Emily in Paris, le site américain Deadline indique que c'est la série de White Lotus qui devrait venir tourner chez nous pour sa 4e saison. HBO, le diffuseur, lui, n'a pas confirmé officiellement. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette série, petit résumé, White Lotus, en fait, c'est une satire sociale. Dans chacune des saisons, on suit l'histoire de riches Américains qui se rendent pour leurs vacances dans un palace. La destination, elle est toujours exotique. Hawaï pour la première saison, la Sicile pour la 2e et la Thaïlande pour la dernière en date. Alors sur place, il y a des intrigues qui mêlent le personnel local de l'hôtel et donc ces fameux clients richissimes. Et le concept, eh bien, c'est qu'à chaque fois, il y a un meurtre. La série, elle a eu un gros succès partout dans le monde. Il faut savoir que le premier épisode de la dernière saison a attiré en cumulé 20 millions de spectateurs. C'est absolument colossal. Alors forcément, quand on annonce que la France devrait être le prochain pays, eh bien, tout le monde s'excite et en premier, les Français. Alors, il y a d'abord ceux qui essayent de savoir dans quel hôtel se déroulera l'intrigue. Selon le journal Deadline, chacune des saisons s'est déroulée dans un hôtel du groupe Four Seasons. Cela pourrait donc être pareil cette fois-ci. Or, en France, c'est simple, eh bien, il n'y en a que 3. Le compte Fred de l'ambassade de France aux États-Unis a même fait un petit sondage pour savoir où les internautes préféreraient voir l'intrigue. Alors, il y a l'hôtel Georges V à Paris, leur hôtel à Megève, ou le Grand Hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la Côte d'Azur donc. Eh bien, figurez-vous que selon les spéculations, eh bien, c'est ce dernier qui semblerait avoir le plus de probabilité. Réservez-le avant que ça ne fasse le buzz, nous dit cet internaute. Alors notez toutefois que c'est un petit buzz qui vous coûtera cher, hein, c'est à peu près, au minimum, 2 000 € la nuit. Pascal Blanchard a déjà Pascal réservé. Blanchard, c'est pour vous. Pour 15 jours avec Renaud. Alors après, il y a aussi des internautes, eux, qui se contentent, on va dire, d'imaginer les futures affiches. On y voit, par exemple, des jeunes filles en robe d'époque. Bon, alors clairement, c'est un peu daté. La France n'est pas restée figée au XVIIIe siècle, mais en tout cas, on le voit, le marketing, il est bien en marche. Mais les plus grosses spéculations, c'est autour du casting, Marjorie. Oui, parce que chacun y va en fait de ses petits goûts et ses pronostics. Par exemple, cet internaute veut voir Charlotte Rampling. Il y en a un autre qui parie cette fois-ci sur Vanessa Paradis et Louis Garrel. Un autre encore a carrément fait, lui, la liste de l'ensemble des actrices qu'il aimerait voir dans la série. Alors on y retrouve par exemple Isabelle Adjani, Isabelle Huppert ou encore Camille Cotin, la fameuse actrice de 10%. De son côté, Canal+ aussi s'y est mis. Alors lui, il a carrément imaginé les acteurs, mais aussi leurs personnages. Camille Cotin, encore elle, en parisienne insupportable. Tahar Rahim, en directeur d'hôtel alcoolo. Et Christian Clavier, en père de famille raté. On le voit donc, avant même la confirmation du diffuseur, le plan com, eh bien, il marche de lui-même. Alors il faut dire que tous les tournages de séries et de films notamment, eh bien, ça renforce quand même l'attractivité touristique de la France. En cas de confirmation, les retombées économiques pourraient être très importantes, notamment grâce à ce qu'on appelle Renaud, le ciné-tourisme. Vous savez, ces pèlerinages que font les fans sur les lieux de tournage notamment. Le film Dunkerque, par exemple, de Nolan, aurait rapporté 19 millions d'euros à la région Hauts-de-France. C'est absolument colossal. À Paris, presque un touriste étranger sur 2 aurait vu Emily in Paris, comme quoi. Alors Géraldine Foster, une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ciné-tourisme, il est vraiment essentiel à l'attractivité touristique de la France, et notamment dans son rayonnement à l'international? Moi, je me dis qu'en tout cas, il ne peut pas être... il est bienvenu dans la mesure où, quand on parle de la France maintenant dans les médias internationaux, c'est souvent sur un thème très négatif, des émeutes, des problèmes sociaux. Là, la faillite intégrale de notre gouvernement qui sidère un peu la planète. Donc oui, plus de séries feel good tournées chez nous, ça peut pas faire de mal. Mais ce qui est drôle, c'est que les touristes doivent être un peu déçus quand ils viennent pour Emily in Paris et qu'ils voient le vrai Paris, ou alors à Dunkerque, ils ne retrouvent pas les mêmes émotions. Non, pas du tout. Dunkerque est une très jolie ville. Envoyez-lui des Un dessin de Coco. Il n'y a pas que 3 Four Seasons, vous allez voir, Marjorie. Il y a un 4e candidat. Eh oui, quel hôtel de luxe pour The White Lotus? L'hôtel de ville de Pau. C'est pas tout à fait Four Seasons, mais bon. Et un 2e dessin de Coco? Oui, un 2e, le Cap Ferrat, oui. Le Cap d'Agde, non. Oh non. Merci Coco pour ce dessin printanier. Vous avez passé de bonnes vacances? On va enchaîner avec une autre actualité de la semaine. Frédéric, cette actualité, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, un fidèle du chef de l'État.
Oui, il promet d'ailleurs des ruptures, pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond. Mais à quel changement est vraiment prêt Emmanuel Macron, lui qui a donc choisi de puiser parmi ses proches pour nommer ce chef de gouvernement. Il a écarté la nomination d'un socialiste par crainte de voir détricoter notamment sa politique qu'il qualifie d'attractivité internationale et que les oppositions parlent de cadeaux aux riches. Pascal Blanchard, si Sébastien Lecornu veut durer, veut faire passer un budget, cette fois-ci, il ne va pas y couper, il devra faire un geste notamment sur la taxation des hauts patrimoines. Ouais, vous partez sur un si, qu'il veut durer et surtout qu'il veut obtenir un accord. Est-ce que la stratégie est vraiment celle-là ou est-ce que la stratégie, elle n'est pas plutôt de jouer sur un très long étalement sur les débats sur le budget, de trouver une situation un peu plus complexe que ça, pour obliger quelque part un élargissement de son gouvernement? On a vu que c'est compliqué et la stratégie qu'elle a celle n'est pas forcément celle d'une solution immédiate avec tout le monde d'accord sur un budget. Elle est peut-être de jouer la montre. En jouant la montre, de jouer le temps et de jouer l'inquiétude de cette situation. Il doit l'adopter avec une certaine date, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe, cher Renaud Delis, si la date est dépassée? Ça a un coût. Eh bien, ça a un coût, et on va se retrouver au mois de janvier dans une situation catastrophique, et là, les gens seront obligés de dire c'est le chaos ou. Personne ne sait la stratégie qui va jouer, parce que pour l'instant, il n'est pas forcément applaudi sur les bancs de la gauche. On voit que la droite est un peu désunie du côté de LR. Il a besoin de ressouder ce qui n'a quand même pas été une grande réussite, qui a été les quelques mois au gouvernement, les 9 mois de Bayrou. Il a besoin de ressouder, de trouver un juste équilibre. Donc je pense que sa stratégie, elle est beaucoup plus de poser les jalons pour, dans quelques semaines lointaines, arriver peut-être à obtenir, non pas une majorité positive, mais des gens, comme on l'a dit à un moment, qui ne veulent pas tous la dissolution. Oui, alors pour obtenir cette non pas accord des oppositions, mais en tout cas cette bienveillance peut-être des socialistes à son égard, Sébastien Lecornu, Géraldine Wössner, est-ce qu'il ne peut pas faire autrement que de proposer une taxation des plus hauts patrimoines ou, alternativement, peut-être de réduire l'addition qui avait été proposée par François Bayrou, 44 milliards d'économies, lui de dire peut-être je n'en fais que 20 ou 30 dans un geste dans votre direction? Je pense qu'il va faire les deux. Ouais. Effectivement, il va faire les deux. Il y aura une réduction de ces économies, alors qui ne sont pas des vraies économies. Hein. Vous savez, c'était un freinage de la dépense. Hein. On allait dépenser beaucoup plus, on va dépenser moins. Il va devoir faire les deux. Effectivement, réduire ce montant et effectivement s'intéresser au patrimoine. Mais vous savez, ce n'est pas une surprise. Avant l'été, le gouverneur de la Banque de France, c'est quand même pas le premier communiste venu, François Villeroy de Galhau, avait dit clairement qu'il faudrait aller faire des efforts dans les deux sens pour pouvoir créer un consensus au sein d'une assemblée qui est très divisée. Éric Lombard, ministre de l'économie, avait même fait des propositions, notamment d'augmentation de la flat tax, vous savez, qui taxe les revenus financiers de 30 à 35%. Il y avait déjà des choses sur la table. Donc ces choses-là vont revenir, peut-être même un peu amplifiées, sans être obligé d'adopter une taxe Zuckman qui est très décriée. Mais là, on fait comme s'il n'y avait que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui avait des marges de manœuvre, qui allait décider, voilà, ce qu'il peut négocier ou pas. On n'oublie pas quelqu'un, justement, celui qu'il a nommé, Frédéric? Oui, Emmanuel Macron. Exactement. Quel geste peut-il faire supplémentaire? Est-ce qu'il va aller loin? Pour l'instant, le centre-gauche, incarné par exemple par Raphaël Glucksmann, est assez circonspect sur ses promesses de rupture. Le président de la République nomme son plus proche ami politique à Matignon. Le signal qui est envoyé, c'est que, en gros, je n'écoute pas, je continue comme avant. Donc maintenant, quand ce Premier ministre dit il y a une rupture, nous, notre devoir, c'est d'essayer de voir si réellement il y a une rupture. Et Antoine Bonneau, on entend beaucoup les macronistes dire que trop de ruptures, ça pourrait affoler les marchés financiers. Trop de concessions, ça affolerait les marchés financiers. On peut prendre le raisonnement inverse. Peut-être qu'un déblocage politique en vue, grâce aux concessions, ça rassurerait sur la stabilité. Ah mais c'est sûr. Et puis les marchés financiers, de leur grande voix de stentor, se sont exprimés pour dire que ce n'était pas le montant des économies réalisées chaque année qui leur importait, donc pas le rythme de l'assainissement, mais la crédibilité de la politique menée. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron lui-même est prêt, selon vous, à faire ses concessions? C'est quand même lui qui décide, c'est-à-dire sur la taxation des revenus, sur la réforme des retraites, sur des réductions de déficit qui soient moindres. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est capable de se réformer lui-même? Moi, je ne suis pas aussi proche d'Emmanuel Macron que vous, par exemple, de Pascal Blanchard, mais je suis absolument persuadé que oui, il y est prêt. Vous parliez de rupture. La rupture, elle va d'abord être jouée entre lui-même et le Premier ministre. Hein, tout ça alors que c'est un de ses fidèles. C'est vraiment, il a nommé son ombre à Matignon. Oui, mais pour que la pilule passe, il faut au moins mettre en scène cette rupture. Et moi, contrairement, pour le coup, à Pascal, je pense qu'un contrat est tout à fait possible avec les socialistes qui ont la clé de la situation politique en France. Et c'est un contrat qui sera vraisemblablement
vraisemblablement mené sur 4 points extrêmement simples. Quelques concessions concernant les retraites, la taxation des riches, une zoukman mais aménagée, ça c'est assez clair. La suppression des irritants de Bayrou, les 2 jours fériés, l'année blanche, etc. Et le rythme, vous l'avez dit, le rythme aussi de l'assainissement budgétaire, on va forcément le baisser. C'est facile, c'est vous qui fallait nommer à Matignon. Merci Antoine Bueno. Un dessin de Coco. Un dessin de Coco. Mon boulot. Ah oui, Macron, la rupture, moi je pense qu'il n'est pas prêt pour la tenue de ministre. Et un deuxième dessin, Coco. Et un deuxième, les premiers pas de Le Cornu, qui court après fort. Voilà. Merci Coco. Alors on va enchaîner avec les photos de la semaine que vous avez choisies les uns et les autres, c'est-à-dire des photos qui illustrent à vos yeux une autre actualité de la semaine. On va commencer avec une autre crise politique bien plus grave et plus violente. Antoine Bueno, celle-ci se déroule au Népal, et oui. Népal dont on voit d'ailleurs le Parlement en flammes sur cette photo. Alors voilà, justement, rien qu'en soi, la photo est quand même extrêmement parlante. C'est pas que le Parlement, figurez-vous, puisque dans ce bâtiment, il y a, oui, le Parlement, ça serait déjà pas mal que le Parlement soit en flammes, mais il y a aussi des services ministériels et il y a même toute la radio et télévision publique. Donc le pays est dans une tourmente affolante et vu de très très loin comme nous, ce qui est très intéressant, c'est de constater que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un blocage par le gouvernement, aujourd'hui démissionnaire, des réseaux sociaux. Et ça nous incite une fois de plus à comprendre que les réseaux sociaux sont au cœur de la vie publique, de la vie politique de tous les pays au monde et qu'ils ont 2 visages, ces réseaux sociaux. Ici, c'est le lieu de la manipulation et des fake news, mais au Népal, par exemple, c'est comme pour les printemps arabes, un lieu d'expression et d'émancipation. Merci Antoine. On va enchaîner avec votre photo, Jean-Yves Wessner. Il s'agit de la photo d'un procès en cours, le procès de l'anesthésiste Frédéric Peschier. Oui, un procès monstre qui s'est ouvert le 8 septembre à Besançon. Il est passionnant parce que, en gros, soit on est face à l'un des plus grands serial killers de France, soit face à un fiasco d'enquête judiciaire, un fiasco qui sera magistral et qui rappellera l'affaire d'Outreau. Pourquoi ? Dans cette affaire, 30 cas d'empoisonnement présumés, 12 victimes, un dénominateur commun, ce docteur, le médecin Frédéric Peschier, qui était là à chaque fois selon l'accusation et qui aurait voulu se venger de collèges qu'il détestait. Le problème, c'est que non, il n'était pas là à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas de preuves, pas d'ADN, aucune preuve directe, mais un faisceau de présomptions et d'indices. Le procès va durer un peu plus de 3 mois, donc c'est absolument passionnant et personne ne peut prédire à ce stade où il va conduire. Merci Géraldine. On va finir avec votre photo, Pascal Blanchard. Vous nous emmenez en Éthiopie avec la construction d'un nouveau barrage sur le Nil, sur le Nil bleu, un barrage qui fâche en particulier l'Égypte. Et le Soudan. Et le Soudan. En fait, il fâche tous ceux qui ont une rive en lien avec le Nil. Pourquoi ? Parce que depuis le début du XXe siècle, on l'a tous oublié, sous le colonialisme britannique, il y avait eu un accord qui faisait en gros que le Nil était contrôlé par l'Égypte et ça stabilisait à peu près l'utilisation de, je rappelle, un des plus grands fleuves du monde qui fait vivre à peu près 200 millions de personnes. Cet accord de 1902 a petit à petit été un peu rogné, on a rééquilibré avec l'Éthiopie les choses. Et en 2010, l'Éthiopie a dit stop. Le Nil n'appartient pas qu'à l'Égypte et au Soudan. Le Nil nous appartient tout autant et nous allons construire ce type de barrage qui est un des plus grands barrages au monde, qui va fournir une électricité à une grande partie de la population de l'Éthiopie, qui va surtout rendre indépendante économiquement et énergétiquement l'Éthiopie. Sauf que vous vous doutez bien, les Égyptiens et les Soudanais ne sont pas d'accord. Alors l'armée soudanaise, et vu la guerre civile au Soudan, on ne va pas dire grand-chose, mais alors l'Égypte, qui est une des 4 plus grandes armées du continent, comme l'armée éthiopienne, qui est une des 4 plus grandes armées du continent, là nous parlons de 200 millions de personnes qui peuvent rentrer en conflit, sont en train de se préparer soit à trouver un compromis, j'ai un grand doute. L'Éthiopie, depuis 15 ans, investit dans ce barrage et n'ira pas en marche arrière parce que c'est une source de son développement futur et que l'Éthiopie veut prouver à son peuple aussi à travers ce barrage qu'elle est devenue une grande nation qui s'est rivalisée avec le grand ennemi égyptien. Et l'Égypte va devoir réagir parce que sinon, toute sa population qui vit autour de Nil va se retrouver dans une situation en termes nutritifs d'agriculture catastrophique. C'est certainement la grande guerre de l'eau qui va démarrer du XXIe siècle, une des plus importantes, et un conflit, on en parlait tout à l'heure, à l'équivalent de l'Iran et de l'Irak qu'on a connu au XXe siècle. C'est une menace, en effet. Merci Pascal Blanchard. Un dessin de Coco qui a trait à la photo choisie par Géraldine Wessner tout à l'heure sur le procès de l'anesthésiste. Coco, vous avez trouvé un autre anesthésiste ? Suspect, en tout cas ? Un autre anesthésiste pour Géraldine. Il endort les Français depuis 8 ans et les réveille avec un Le Cornu. Merci Coco.
Sortez vos cartables, ouvrez vos trousses, on va retourner à l'école avec notre invité de la semaine, Camille Desjardins, est professeur agrégé en philosophie, docteur en sciences politiques. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous publiez dans cette collection Tract de Gallimard un texte en forme d'alerte. À quoi bon apprendre, demandez-vous, à l'heure où de ChatGPT, la question peut se poser quand il suffit d'appuyer en fait, sur une touche pour voir défiler des connaissances sur son écran. Alors Camille Desjardins, à quoi bon l'effort, la réflexion, quand tout finalement est à portée de clics? Alors, tout n'est pas à portée de clics. Qu'est-ce qui nous manque quand on a... Moi, si j'appuie, voilà, j'ai... Vous voyez des informations, au mieux, des données défiler sous vos yeux à partir de la consigne que vous avez plus ou moins formulée d'ailleurs, ou que l'on vous a suggérée ou qu'on a complétée en la corrigeant d'après la demande que vous avez essayé de faire. Si je tape sur ChatGPT, qui est Pascal Blanchard, je vais avoir plein d'informations, a priori. Oui. Mais vous dites, c'est pas ça la vérité, en fait, le vrai savoir, la vraie connaissance. C'est pas exactement ce que je dis. Je dis que l'information n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est un contenu de savoir, donc un ensemble d'informations mis en résonance les unes avec les autres, déjà, qui a été intériorisé par un sujet. La connaissance, c'est quelque chose qui nous transforme, c'est quelque chose qui structure notre entendement. C'est un raisonnement, vous dites. Voilà. Il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'on apprend, évidemment. Il faut aussi être capable de le mettre dans une représentation du monde qui a un sens. Moi, je peux lire les biographies de chacun d'entre vous. Si je ne vous ai jamais vu auparavant et que je ne vous revois jamais, ça n'aura pas de sens dans ma représentation du monde. Mais alors justement, quelle est la définition de l'apprentissage si ce n'est pas l'emmagasinement des connaissances? L'apprentissage, c'est avant tout l'aguerrissement de nos facultés. C'est être capable de faire plus dans le monde où on est à partir de ce qu'on a appris, c'est-à-dire ce qu'on a pris en soi. Apprendre, c'est avant tout prendre en soi. Ce n'est pas simplement contempler des choses qui défilent, c'est encore moins manger de l'information par un apprentissage par cœur, comme on dit. Par cœur, à l'origine, c'est péjoratif. Oui. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de nous, c'est-à-dire qu'on est capable de répéter, mais qu'on n'a pas forcément saisi ce qu'on a dit. Mais alors, devant l'abondance des outils qui existent, des informations à notre disposition, comment faire en sorte que ce ne soit pas déjà un combat perdu aujourd'hui ? Ah, ça c'est une très bonne question. Peut-être d'ailleurs que mon cri n'était pas tant un cri d'alerte qu'un cri d'amour envers la connaissance qui, en effet, semble un combat perdu d'avance. D'où le titre « À quoi bon » d'ailleurs. Une forme d'inquiétude quand même. Il y a quelque chose comme une inquiétude. Mais bon, c'est que ça ne va plus de soi en tout cas. Ça ne va plus de soi, mais il y a tout de même une passion que j'espère faire partager. C'est le fait que les outils ne nous donnent pas ce dont nous avons besoin, ni pour être libres, ni pour être heureux. D'ailleurs, vous avez dû en parler peut-être un jour précédent. Il y a des statistiques alarmantes qui sortent en ce moment pour nous parler d'un quart de la population des 15-29 ans, je crois, qu'ils se déclarent dépressifs. Nous ne sommes pas heureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une impression de déprise, de dépossession sur nos propres vies dans un monde qui est assez terrifiant. Et voilà, apprendre peut aussi nous permettre de nous situer, d'agir dans ça. Ça veut dire que l'IA, l'intelligence artificielle, à vos yeux, c'est une menace pour l'école, mais est-ce que c'est pas une vision de l'école un petit peu élitiste, entre guillemets, parce que l'IA, c'est aussi justement des connaissances, en tout cas du savoir, des informations à la portée de tous. Oui, mais à quel moment s'en empartons ? À quel moment s'en empartons ? Est-ce qu'on utilise l'IA pour faire le travail à notre place ou nous tendre des choses, ou est-ce qu'on prend ce qui est ensuite tendu sur un plateau ? À bien des égards... C'est une menace pour vous, donc, pour reposer ma question. Alors, la menace d'un élitisme dont vous parlez, oui. Vous parlez d'élitisme pour une école qui serait protégée de l'IA. Je parle au contraire d'élitisme pour une école qui serait imbibée de l'IA. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA, c'est un outil qui n'est pas démocratique, qui a été développé par un petit nombre oligopolistique de concepteurs et de commercialisateurs, le mot n'est pas très français, mais de marchands sur Terre. Se rendre dépendant de l'IA, c'est quand même aussi se rendre dépendant de ce qu'une toute petite fraction de l'humanité, c'est-à-dire une élite pour le coup, a conçu pour penser à notre place et nous dire quoi penser. Ça, c'est très dangereux. À propos d'élite, une question de Pascal Blanchard. Oui, mais on dit aujourd'hui que l'IA est en train d'empêcher donc plein d'entreprises de recrutement maintenant de juniors qui ne serviraient plus à rien. C'est-à-dire que vous avez déjà un temps de retard par rapport à un monde du travail, par exemple, qui considère qu'en gros, ce que faisaient avant les juniors par rapport aux seniors va être remplacé par l'IA. Et le monde de l'industrie, le monde de l'entreprise a déjà digéré cette mécanique-là. Comment vous allez les rattraper ?
Bien sûr que le monde de l'industrie a digéré cette mécanique, vu que cette mécanique ne sert prioritairement qu'au monde de l'industrie. Et je ne dirais pas de l'industrie, mais du capitalisme. Parce que le but n'est pas de produire, c'est la productivité, peu importe ce qu'on produit. Et le but aussi, c'est le profit et c'est la maximisation de la productivité avec des coûts moindres. Et évidemment, on sait qu'un humain, ça a des droits. Le droit du travail, jusqu'à présent, protégeait les humains. Ça coûte cher, ça demande des choses qu'une... Ça se met en grève. Oui, ça se met en grève, ça mange, ça dort. Autant de choses qu'une machine ne fait pas. Alors bien sûr que le monde du travail nous dictera toujours quelque chose sur lequel nous serons en retard, mais ça s'appelle aussi être humain. En attendant, il faut lire donc À quoi bon apprendre, ce tract publié chez Gallimard que vous publiez, Camille Desjardins. Merci à vous d'être venu partager ce cri d'alarme, d'alerte, d'espoir qu'est ce texte. Un dessin de notre ami Coco. Moi, je suis pour Camille là-dedans. Apprendre en un clic, j'éteins l'IA. Ben voilà. Merci Coco, merci à vous Camille Desjardins. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir qui ça, notre ami David Castello-Lopez en vrai sur ce plateau. Si, le voici. Ouais. Le voici en vrai, c'est bien vous. Bienvenue David. Chaque semaine, vous venez nous parler d'un objet. Vous vous posez des questions que pas grand monde à part vous ne se pose et vous y répondez à votre façon qui est assez absurde, faut bien le dire, ne le prenez pas mal. Surtout, votre chronique s'appelle Le monde des choses. Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous allez nous parler voiture et même voiture autonome. Tout à fait. En octobre 1998, j'avais 17 ans et je ressemblais à ça. Regardez-moi ce beau gosse, on dirait une publicité pour Dior, et je rigole même pas, je peux le prouver, on dirait vraiment une publicité pour Dior. Vous voyez, il suffit qu'on rajoute Dior et ça fait publicité pour Dior. Je dis Dior, mais ça marche aussi avec toutes les marques de luxe. Yves Saint Laurent, regardez, ça marche très très bien aussi. Hermès. Voilà. Et même Arte, ça marche. Regardez, ça marche mieux Arte, encore. Ouais. La chaîne des garçons hot. Voilà. Alors, vous n'avez pas changé du tout. Hein, pas du tout. Alors, voilà, vous voyez, j'aurais pu être mannequin, mais j'ai préféré faire des chroniques et c'est tout à mon honneur. J'avais 17 ans, j'étais en terminale et pour la première fois de ma vie, j'ai pris la ligne 14 du métro parisien qui venait d'ouvrir. La ligne 14, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première ligne de métro à Paris qui n'avait pas de conducteur. Alors maintenant, ça paraît normal, on a perdu l'émerveillement, mais à l'époque, c'était un truc de malade mental. Je me souviens, je suis rentré dans la rame et là, j'ai marché jusqu'au bout. J'ai vu les rails défiler sans personne entre les rails et moi. Et il y avait une immense impression de futur, de turfu, comme on dit parfois aujourd'hui. Et depuis ce moment-là, en 1998, je n'ai plus vécu d'innovation majeure de ce type, du moins jusqu'à cet été. Cet été, j'ai pris l'avion pour les États-Unis et je suis allé à Phoenix, dans l'Arizona, pour rendre visite à mes cousins américains. Alors, j'ai filmé un petit peu la ville depuis l'avion pour vous montrer. De loin, c'est pas si moche. Vous voyez, c'est un truc un peu quadrillé comme ça, c'est assez régulier, c'est pas mal. Et il y a quand même des choses assez intéressantes à Phoenix, et notamment la température. Quand je suis arrivé, il faisait 44 degrés et c'était même pas considéré comme incroyable. C'était normal, c'était la routine. Mes cousins sur place, ils m'ont dit aussi, attends, tu dois absolument voir les chutes d'eau de Phoenix. C'est hyper beau, tu vas adorer. On a roulé un quart d'heure et quand on est sorti de la voiture, les chutes d'eau, c'était ça. Un ruisseau sale avec 2 grosses chasses d'eau latérales. Mais comme je suis poli, j'ai dit « Waouh, incroyable, c'est votre petit Versailles à vous !» Je suis ce qu'on appelle un bâtard. Et puis, un jour, dans la rue, j'ai levé les yeux et j'ai vu passer 7 voitures blanches avec une sorte de gyrophare sans phare sur le dessus. Je me suis approché et j'ai remarqué qu'à la place du conducteur, il y avait personne. Et comme on peut le voir sur ces images, j'ai été étonné, observé l'étonnement. Et là, mes cousins m'ont expliqué que Phoenix, c'était la première ville du monde à avoir reçu la voiture autonome de Google qu'on appelle la Waymo. N'importe qui à Phoenix, depuis 2020, peut se promener en Waymo. Alors le lendemain, j'ai commandé un Waymo avec la même fébrilité que j'avais ressentie en 1998 devant les rames autonomes de la ligne 14. J'ai attendu dans la rue et pile poil à l'heure que j'avais dite, à la seconde près, elle est arrivée, docile et sympa. Je me suis approché pour bien vérifier qu'il n'y avait pas de conducteur à l'intérieur. J'ai ouvert le coffre, j'ai mis ma valise dedans, je suis monté et là, on est parti. Et il y a une voix féminine hyper douce et rassurante qui a commencé à me parler. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always.
Oui, oui. Alors, pour être honnête, c'est beaucoup, beaucoup plus impressionnant que la ligne 14 du métro, parce que la ligne 14, finalement, c'est un peu comme un petit train de fête foraine. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des rails, ça suit les rails. Là, il y a d'autres voitures sur les côtés, c'est imprévisible. Et la Waymo, pourtant, elle gère comme si de rien n'était. Elle met même son clignotant. Si vous tendez l'oreille, vous pouvez l'entendre. On l'entend un petit peu. Elle met son clignotant comme un vrai chauffeur. Alors bien sûr, on se sent un petit peu seul. À un moment, j'ai essayé de faire du small talk avec ma Waymo en évoquant la politique française. Et là, vous savez pas ce qu'il me dit? Il me dit oui, de toute façon, Macron, c'est du fromage. Moi, je m'en fais des tartines. Les gens, je vous jure. Mais malheureusement, la voiture ne m'a pas répondu. Je suis resté seul, sans réponse. Alors, au bout d'une petite demi-heure, je suis arrivé à destination. Et là, je suis sorti de la voiture et ma Waymo est partie vers d'autres aventures. Pour elle, je n'étais qu'un client parmi d'autres, mais moi, c'était ma première fois, alors je ne l'oublierai jamais. Merci David. Et dans les embouteillages, elle ne dure pas non plus, la Waymo. Pas donc, patate, tout ça. Non, il paraît, et en plus, vous savez quoi, c'est pas cher, c'est la moitié du prix d'un taxi. Oh même pas de pourboire, au final. Et même pas de pourboire. C'est pas cher, mais c'est à Phoenix, forcément. Donc si vous vous déplacez dans Paris, c'est excellent. Merci David. Merci. Un dessin de notre ami Coco qui lève le secret de fabrication de Pascal Blanchard. Bah oui, vous faites des envieux. Le Pascal Blanchard autonome, les livres s'écrivent tout seul. Je m'en doutais, c'est exactement ça. Merci Coco. Merci à tous les amis. Merci Coco, merci à tous. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine, venu tout à l'heure tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité d'apprendre. Eh bien, on va suivre ses précieux conseils. On va retourner à l'école avec qui ? Avec France Gall, bien sûr. Sacré Charlemagne. Tchuss. Qui a eu cette idée